Bonjour à toutes et tous, je suis Camille Vallat-Loubert, responsable du musée de la déportation et de la résistance de Tarbes. Et aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle exposition, Vie de Maurice Trélu. Elle sera visible pendant 6 mois, du 21 novembre 2022 au 12 mai 2023. Cette exposition est constituée d'un riche fond documentaire, des documents inédits, de la correspondance et des photographies de famille que nous a gentiment prêté Emmanuelle Villain-Trélu, la petite fille de Maurice Trélu. À ce riche fond documentaire s'associent d'autres partenaires, des partenaires locaux tout d'abord, les archives départementales des Hautes-Pyrénées, la Société des Amis de la Maison du Cheval du Haras de Tarbes et également l'association Mémoire de guerre en Sud-Ouest. Et puis nous avons eu la chance de travailler avec des partenaires internationaux comme le comité Yad Vashem de Jérusalem, l'USC Foundation de la Shoah qui se situe aux États-Unis et également la Fondation des monuments commémoratifs de Buchenwald et Mittelbau-Dorin. Pour animer et pour enrichir cette exposition, nous allons avoir pendant les 6 mois de l'exposition des conférences et des rendez-vous. Alors, tout d'abord des rendez-vous mensuels avec l'historien Jean-François Soulet, mais également une conférence de Joachim Koenig du camp de Buchenwald en janvier et d'Estelle Pires en mai qui donnera donc le clap de fin de l'exposition. Et si vous voulez aller encore plus loin, nous avons une série de vidéos capsules qui s'appellera Sur les pas de Maurice Trélu et qui présentera l'histoire de Maurice Trélu, son mandat, ses études vétérinaires ou bien encore sa déportation. Tout de suite, je vous laisse avec Jean-François Soulet, historien, qui va vous parler de Maurice Trélu et vous lire un texte de Pierre Dumas. Maurice Trélu, dont nous avons le portrait ici, est mort au camp d'extermination de Buchenwald le 3 février 1945. Dès que la nouvelle parvient dans le département, c'est l'émotion. Il y a de nombreux articles dans les journaux locaux et en particulier, il y a un très bel article fait par Pierre Dumas dans le journal La Victoire et l'article paraît au mois de mai 1945. Pierre Dumas n'est pas n'importe qui. C'est d'abord un ami de Maurice Trélu. Ils ont fait la guerre de 14 ensemble, ils ont la même vénération pour le maréchal Foch et puis surtout, ils ont vécu des heures complexes à la tête du conseil municipal de Tarbes. Maurice Trélu a été élu maire en 1935 et Pierre Dumas est son premier adjoint. Dans cet article, on sent très bien son émotion par rapport donc à cette mort tragique. Il n'est pas un homme qui fut plus tarbé que lui. Il n'en est pas qui fut plus attaché à notre ville, à ses habitants, à ses rues, qui fut plus lié que lui à son sort. Écrire une biographie sur cet homme que tout le monde connaît. À quoi bon? Chacun sait qu'il est né à Aussin, à nos portes, à Aussin dont il avait gardé dans sa mémoire d'impérissables souvenirs d'enfance, à Aussin dont il racontait avec émotion le passé tout proche, au temps où, minuscule enfant de chœur en l'église Saint-Blaise, son rêve était de devenir assez grand pour porter les flambeaux qui escortent encore les processions de ce village. Il était né à la terre, près des paysans, dont il connaissait les défauts et les qualités, près des paysans auxquels il voulut s'attacher par sa profession qui lui permit de rester en contact avec eux. Succès universitaire, études brillantes, diplômes mérités, Maurice Trélu revint à Tarbes en réalisant en lui la parole de la sagesse, une âme vaillante dans un corps robuste. À cet homme d'études, le sport ne fit pas peur. Il le pratiqua en rugby, en athlétisme, à sa manière, loyalement et courageusement. Puis ce fut le foyer fondé avec une admirable femme issue d'une des familles les plus anciennes de Tarbes, une femme forte qui fut la digne compagne de cet homme sans défaut. La politique ne le tentait pas, il la pratiqua cependant, plus par devoir que par goût, et il y connut des succès qui n'effacèrent jamais les revers. Si vous souhaitez, comme je l'espère, en savoir davantage sur Maurice Trélu, vous pouvez nous rejoindre lors de petites conférences, une fois par mois, sur réservation, au musée de la déportation, qui se trouve donc rue Georges Lassalle à Tarbes. Nous sommes place Marcadieu, c'est un endroit extrêmement important
pour la vie intime de Maurice Trélu. En effet, dès qu'il se marie, au mois de novembre 1910, Maurice Trélu quitte son habitation de la rue Thiers, dans le centre-ville, et vient s'installer au 17 place Marcadieu, dans sa belle famille. Ce sont des négociants en fer assez réputés. Il s'appelle Brunet. Le frère de Madame Trélu a épousé la nièce du maréchal Foch. Donc il va y avoir désormais entre les Brunet, les Trélu ainsi que la famille Foch des relations assez fréquentes, très cordiales. C'est la bonne bourgeoisie tarbaise, la maison est assez grande, elle devait ressembler beaucoup à la maison voisine actuelle, dans un style donc bigourdant, avec 2 étages bien marqués et des combles. Au premier étage, il y a Madame Brunet, mère, qui est veuve désormais, avec l'une de ses filles célibataire, la tante Marie, les enfants l'appelleront ainsi, et au second étage, alors, il y a Maurice Trélu, sa chère épouse Emma, et leurs 4 enfants. Et là, c'est une vie familiale très étroite, plutôt joyeuse. On a des échos, notamment par le dernier fils de Maurice Trélu, qui a écrit un livre de bord. Je voudrais, pour vous donner une idée un peu de cette ambiance, vous lire donc un passage de Jacques Trélu, qui est le dernier fils de Maurice Trélu. Nous habitions une grande maison qui appartenait à ma grand-mère maternelle et qui était située sur une place, la place Marcadieu. Ma grand-mère tenait au rez-de-chaussée un magasin de fer et métaux, magasin très haut et très profond dans sa seconde partie. Et il y avait un chariot à 4 roues sur des rails dont la longueur dépassait 50 mètres. Ce chariot était le train et durant des années, il a été le jeu et le support de nos ébats. Ma grand-mère et ma tante cadette de ma mère habitaient le premier étage. Nous étions au second étage. Au-dessus de l'appartement se trouvait le grenier avec ses trésors, des cantines, des malles, des tissus, des masques d'escrime, une luge, des skis, des fleurets, des objets hétéroclites et puis aussi des revues et des périodiques. C'était l'observatoire sur la chaîne des Pyrénées avec les jumelles de guerre de mon père. Sur la place, il y avait les marchés, les cirques en plein air auxquels nous participions de nos fenêtres. Il y avait la foire commerciale et agricole chaque année, et chaque année, durant la seconde quinzaine d'octobre, avait lieu la foire de Sainte-Thérèse, nom de la paroisse. Les 2 dernières années de sa vie, ma grand-mère paternelle occupait 2 pièces au premier étage. J'aimais beaucoup jouer chez elle avec mon mécano. Elle était grande, droite, toujours habillée de noir. Elle recevait des dames chaque semaine pour jouer au bridge. Elle jouait sur son piano des morceaux qui créaient en moi un état de tension bien heureuse, des études de Chopin. Maman aussi jouait du piano dans notre appartement, du Beethoven, du Chopin, du Liszt. J'ai des souvenirs de lumière, de beauté, de réverbération intérieure et d'un état bien heureux. J'aimais la bibliothèque, une grande armoire vitrée que j'ouvrais à l'initié. Donc le Marcadieu restera un lieu vraiment très cher à Maurice Trélu. C'est un quartier où pratiquement tout le monde se connaît. Quand Maurice Trélu part à la guerre de 14 et qu'il écrit qu'il a de temps à autre évidemment la nostalgie des siens, il a aussi la nostalgie du quartier. Comment vont ceux du Marcadieu, dit-il par exemple. Pour beaucoup de Tarbais, de Hauts-Pyrénéens, Maurice Trélu, c'est avant tout le nom d'un stade de rugby. Et je trouve que c'est une excellente idée que la municipalité, une des municipalités, ait eu l'idée de donner donc un beau stade de rugby, le nom de Maurice Trélu, qui a été vraiment un sportif. Hein. Donc tout commence très jeune pour lui à ce sujet. En 1898, il entre à l'école vétérinaire, comme toute sa famille, son père, son grand-père, il va devenir vétérinaire. Et là, à l'école de Toulouse, donc, il s'intéresse beaucoup au sport
et se crée vers 1902, donc ça fait à peine 2-3 ans qu'il est à l'école, une association sportive de rugby de l'école vétérinaire. Le rugby, on le pratique dans le sud-ouest à Toulouse à peine depuis une vingtaine d'années à l'époque, hein, et surtout d'ailleurs par les étudiants. Nous avons une photo où on le voit au milieu de ses camarades, en habit de sportif, en habit de rugbyman. Il est le seul à ne pas avoir de moustache. Il n'est pas très grand, hein, 1,69 m, mais il a une vingtaine d'années, donc, et il se présente bien, le torse bombé, donc ça doit être un bon rugbyman. Je signale que quelques années plus tard, ce club auquel a participé Maurice Trélu, va fusionner avec 2 autres clubs pour former en 1907 le fameux Stade Toulousain. Donc Maurice Trélu est à l'origine de cette filiation. Donc Maurice Trélu est devenu vétérinaire tout jeune. Il revient donc à Tarbes où il va s'installer et plus spécialement d'ailleurs il va rayonner en tant que vétérinaire sur le canton d'Aussin. Il s'intéresse toujours au sport. Or, le rugby, donc tout jeune sport dans notre région, est en prise à une crise extrêmement grave. J'ignore l'origine, mais il faut réformer tout cela. Et Maurice Trélu va être à l'origine de la création d'un nouveau club qu'on appellera le club Armagnac-Bigorre, qui va régner à la fois sur le Gers et les Hautes-Pyrénées, et il deviendra président à partir de 1912 et il le restera au moins jusqu'en 1939, président donc du comité de rugby Armagnac-Bigorre. C'est donc un rugbyman accompli, c'est aussi un maître dans l'équitation, il est vétérinaire et comme son père et son grand-père, ils adorent les chevaux et il fait également de la montagne. Par exemple, son plus jeune fils nous dit nous partons pour le week-end avec papa dans le Riomajou, donc au fond de la vallée d'Or par exemple. Donc tous les sports l'intéressent et quand il devient conseiller général, à partir de 1919, du canton d'Aucun exactement, il va participer à une mesure votée par le Conseil général qui montre l'intérêt qu'il porte au sport. Il souhaite que désormais, dans toutes les écoles de garçons et de filles, les écoles primaires donc du département, qu'il y ait tous les jours un temps accordé au sport. Et il ajoute qu'il souhaite que ce sport soit pratiqué par des personnes compétentes, soit venant de l'école de Joinville, soit formées spécialement par des instituteurs pour enseigner l'éducation physique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a bien servi le sport. Il est très heureux que l'on ait placé une stèle à la mémoire de Maurice Trélu à l'entrée du stade. C'est le seul endroit de la ville où il y a un monument consacré à Maurice Trélu, en tant que fondateur de l'Amicale des anciens prisonniers, bien sûr, mais aussi, sous-entendu, en tant que sportif. Et cette stèle qui se trouvait pendant longtemps au square Maurice Trélu, à l'arrière du palais de justice, près de la rue Broban, a été déplacé de cet endroit donc jusqu'au stade quand le stade a été inauguré. Et je fais remarquer que la stèle à l'entrée du stade est tout à fait à côté d'un petit monument aux morts des joueurs du Stadeau qui sont décédés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et bien entendu, il y a le nom de Maurice Trélu.
Les deux guerres mondiales ont été très éprouvantes pour Maurice Trélu. Il a effectué évidemment l'ensemble de la guerre de 14, il était au front dans un service vétérinaire. En septembre 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il n'est pas mobilisable puisqu'il a déjà 58 ans, mais il est volontaire pour partir à la guerre. Il fait donc la guerre jusqu'en juin 1940 où il est fait prisonnier et envoyé dans un Oflag, c'est-à-dire un camp de prisonniers officiers qui se situe à 150 km de Hambourg. C'est pour lui quand même une épreuve. Il est malade, mais il va profiter donc de cet arrêt forcé pour réfléchir sur le sens de sa vie, sur ce qu'il va faire en rentrant. Il va être très frappé par la condition des prisonniers de guerre et il va décider que s'il sort, eh bien aussitôt il s'occupera des prisonniers de guerre, il créera une amicale. Et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il est libéré en juin 1941, et aussitôt, il décide d'aller sur Lyon pour rencontrer l'archevêque de Lyon, qui est Monseigneur Gerlier, l'ancien évêque de Tarbes et Lourdes, qu'il connaît bien. Il veut lui demander de lui faciliter une audience à Vichy auprès du garde des Sceaux Barthélemy, et Barthélemy promet de l'aider à créer une amicale des anciens prisonniers de guerre. Trélu veut s'occuper à la fois des prisonniers de guerre, les aider, leur faire envoyer des colis, des vivres, mais aussi des évadés. Et le 4 juillet 1941, il arrive dans cette gare de Tarbes. Là, à son arrivée, il est très frappé parce qu'il y a 200 ou 300 personnes qui l'attendent dans la cour de la gare. Donc il est très ému. Et parmi les gens qui l'accueillent, il y a un certain Adrien Lalanne qui est le responsable de la Légion des combattants dans les Hautes-Pyrénées. Et Lalanne, en quelque sorte, lui tend un piège. Il sait que Maurice Trélu est très proche des anciens combattants. Ça fait 1 an qu'il n'était plus dans le pays, donc il ne sait pas comment la Légion des combattants s'est radicalisée pour être au service vraiment du maréchal Pétain et des occupants. Et donc, Trélu est ému par le discours de Lalanne et il prononce cette phrase qu'il regrettera certainement, « Je suis des vôtres ». Je suis des vôtres, ça veut dire je suis avec les anciens combattants. Mais Lalanne le prend comme s'il avait dit je suis avec la Légion. Bon, sur le moment, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est un peu fâcheux. Et Trélu, donc, se rend au Marcadieu, à son domicile, où il va retrouver donc l'ensemble de ses enfants. Bonjour, je m'appelle Sandrine Espouet, je suis la documentaliste du musée de la déportation et de la résistance des Hautes-Pyrénées. Je vais vous parler de la corvée de bois organisée par le centre d'entraide aux prisonniers de guerre entre le printemps 42 et la fin 1943. La guerre a provoqué de graves pénuries généralisées et a fragilisé des familles haut-pyrénéennes dont le chef de famille est retenu captif en Allemagne. Donc c'est sous la plume acide de Faustin Soubeste, qui était le secrétaire du centre d'entraide aux prisonniers de guerre, qui a écrit de nombreux articles dans le journal de l'Amicale des anciens prisonniers de guerre, qui a paru dès 1946, et qui a raconté cette corvée de bois en 3 articles. Le but du centre d'entraide aux prisonniers de guerre est l'assistance morale et matérielle aux familles des camarades retenus sur les lointaines terres du Troisième Reich. Après l'envoi de colis aux prisonniers et la collecte de fonds, germe l'idée d'extraire du lit de la Dour, qui est encombré par des arbres charriés par les crues précédentes, de les débiter, de les faire sécher sur le parvis de l'hôtel de ville de Tarbes et ensuite de les distribuer aux familles nécessiteuses. Donc voilà une cohorte de cyclistes qui part le dimanche armés de scies et de haches sur les bords de la Dour. Entre Tarbes et Bourg, on ne connaît pas l'endroit exact. Ils se répartissent les tâches. Donc il y a bateau qui est affecté au flottage des troncs et des parocs. Ensuite nous avons Trélu, Goura, Mélix, Vergès, Carouchet, Bertrane qui sont chargés de le débiter sur la berge. Et c'est le marchand de vin Jean-Nicolas, place des Bains-Pérés à Tarbes, à l'angle de la place de Verdun, qui de sa voix tonitruante dirige les opérations. Alors il fallait imaginer Maurice Trélu, maire de Tarbes, en bras de chemise,
Faustin Soubest nous rapporte: fallait voir comment il vous débitait une souche de peuplier à la hache. Le bois est transporté par camion, prêté par le service des ponts et chaussées jusqu'à la mairie de Tarbes et séché pendant tout l'été sur le parvis. Ensuite, les employés communaux le distribuent en charrette à bois, puisqu'il n'y a plus de carburant, en charrette à bois aux familles nécessiteuses. Alors cet élan de solidarité provoque une forte rivalité avec la Légion, qui se voit siphonner ses effectifs par le centre d'entraide aux prisonniers de guerre. Faustin Soubest nous dit: Trélu savait qu'on voulait sa peau à la Légion, mais il allait de l'avant et nous avec lui. Une fois le lit de l'Adour et ses berges nettoyé, une autre opération est montée par Trélu. Une kermesse est organisée en 1943 où on collecte 600 000 anciens francs. Cet argent est employé par Trélu à l'achat de 200 stères de bois au bois du commandeur à Ibos. Et donc une nouvelle opération de débitage est organisée. Le dimanche devient un jour de fête. Le nombre d'évadés croissant vient gonfler les rangs des bûcherons qui sont transportés toujours par les camions des ponts et chaussées. La remonte de Tarbes prête aussi des charrettes et l'armée aussi propose les bras de soldats malgaches en garnison à Tarbes à ce moment-là. Donc Faustin Soubest ne sera pas en mesure de relater l'activité du centre des prisonniers de guerre pour l'année 1944 puisqu'il est arrêté à l'hôtel de ville en novembre 1943 avec son collègue André Valmy et tous deux seront déportés, rejoints 6 mois plus tard par Maurice Trélu à Buchenwald. Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de la série de vidéos sur le parvis d'un des plus anciens bâtiments de Tarbes, l'hôpital de l'Aiguerotte, dont vous pouvez apprécier l'architecture classique des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, petit retour en arrière pour comprendre le sujet de la vidéo. Dès le Moyen-Âge, les hôpitaux en France sont des lieux d'accueil, de protection des personnes nécessiteuses ou des pèlerins ou plus généralement des rejetés de la société. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les hôpitaux en France vont retrouver cette fonction protectrice, notamment envers les communautés juives qui sont persécutées ou envers les résistants qui courent un grave danger parce qu'ils sont inquiétés par les polices françaises ou allemandes. Et d'ailleurs, il y avait même 2 hôpitaux en France, celui de Jean Rougier à Cahors et l'hôpital de Saint-Céré, donc toujours dans le Lot, qui reçoivent même la médaille de la Résistance pour leurs actes courageux. Alors à Tarbes, à l'hôpital mixte de l'Aiguerotte, point de médaille de la Résistance, toutefois l'hôpital a aussi pendant la Seconde Guerre mondiale aidé les juifs ou les résistants qui étaient persécutés. C'est notamment autour de son directeur Marcel Billère et des religieuses de l'ordre des Filles de la Charité, donc Anne-Marie Liobé, mère supérieure, et Marie-Antoinette Ricard, que s'organise une petite équipe de sauvetage. Pour protéger les juifs ou les personnes résistantes, l'équipe les faisait passer pour des malades, des sourds-muets, des tuberculeux, ou bien en les intégrant directement dans l'équipe médicale et l'équipe administrative de l'hôpital. Certains résistants vont même jusqu'à simuler des fausses maladies. Alors ça va être le cas de Maurice Antoine, qui est le secrétaire de Pierre Dumas, le premier adjoint de Maurice Trélu. Parce qu'il est recherché, parce qu'il est inquiété par les polices françaises et allemandes, Maurice Antoine entre à l'hôpital de l'Aiguerotte et fait croire qu'il a une grave appendicite. Il va donc dans le bloc, se fait opérer, on lui retire l'appendice qui était en très bonne santé. Il va dans une chambre d'hôpital qui est gardée par la police allemande et il va tout de même s'échapper de la fenêtre de sa chambre, donc qui était située au 2e étage sur l'aile ouest de l'hôpital de l'Aiguerotte. Maurice Trélu n'ignorait absolument pas le rôle de l'hôpital et de l'équipe salvatrice qui aidait donc ces personnes persécutées. Si bien que quand il reçoit Joseph Bireldrut, qui est un juif réfugié à Tarbes, il va le rediriger vers Marcel Billère. Et Marcel Billère fera de Joseph Bireldrut son secrétaire jusqu'à la fin de la guerre, et si bien que Joseph Bireldrut sera sauvé des griffes des Allemands par l'équipe de l'hôpital. Pour cette action résistante, Marcel Billère, Anne-Marie Liobé ou Marie-Antoinette Ricard, mais également Maurice Trélu, vont recevoir le titre de Juste parmi les nations. Donc c'est un titre qui est décerné par le comité de Yad Vashem et qui est décerné aux personnes non juives qui ont aidé des personnes juives en les protégeant au péril de leur vie. C'est en 1994 que Maria Bireldrut, donc l'épouse de Joseph, va mettre en place plusieurs démarches pour que Maurice Trélu soit reconnu juste parmi les nations.
Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'action des Justes, qui ils étaient, donc leur profil, leur profession et leur façon de sauver les personnes juives, je vous invite à venir écouter Estelle Pires au musée de la déportation et de la résistance le jeudi 11 mai à 11h30. Merci pour votre écoute et à bientôt. Jean Mounique, je suis le maire d'Aragnuet-Puangali, le hameau le plus élevé des Hautes-Pyrénées et le plus proche de l'Espagne par le tunnel d'Aragnuet-Belsaï, par tous les autres cols qui nous mènent en Espagne et qui sont le sujet de notre rencontre de ce matin, puisque ça a été à la fois le passage économique, politique, humain pendant des siècles et des siècles, depuis, et c'est symbolique aujourd'hui, devant cette chapelle des Templiers, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'elle est sur les chemins de Saint-Jacques et qu'elle a été entretenue jusque-là. Je suis le petit-fils et le seul petit-fils de Pierre Mounique, qui est né d'abord à Luce-Saint-Sauveur. Mon arrière-grand-père a été 28 ans maire de Luce-Saint-Sauveur et président de la commission syndicale de la vallée de Luce. Et il est venu trouver une compagne quelques vallées plus loin, en Vallée d'Or, à Haro. Il a été d'ailleurs assez longtemps maire d'Haro et conseiller général du canton d'Haro. Mais surtout, avant cette vie dans la Vallée d'Or, il a vécu une vie sportive remarquable à Toulouse, où il a été, dès son arrivée étudiant, capté par Ernest Vallon, qui était un fervent pratiquant de la vallée de Luce pour ses pêches à la truite, et qui a embauché mon grand-père pour venir jouer au rugby au stade toulousain, alors qu'il n'avait jamais vu un ballon ovale, et qu'il en est devenu rapidement le capitaine de l'équipe première. Il a été le capitaine de l'équipe première qui, pour la première fois, a gagné le bouclier de Brennus en 1912, et il a été, pendant ses études de médecine, 9 fois international, notamment contre les Springboks à l'époque. Dans les années 1909, 10, 11, 12, le rugby à Toulouse, c'était, comme aujourd'hui, quelque chose de très important, et notamment dans le monde des étudiants. Et c'est ainsi que mon grand-père a connu Maurice Trélu en tant que joueur de rugby, et Maurice Trélu, tout à la gloire de ceux des Hautes-Pyrénées qui brillaient au firmament du stade toulousain. Je crois qu'ils se sont rencontrés après à Tarbes, au conseil général, où ils étaient tous les deux élus, mais mon grand-père a été élu des années 28-29 jusqu'à l'après la guerre. Et je crois qu'ils ont travaillé ensemble parce qu'en fait, pour moi, ils étaient tous les deux d'une philosophie démocrate chrétienne et assez liés sur ce plan-là, en plus du sport. Quand la difficulté a été forte pour le maire de Tarbes, qui sentait qu'il risquait beaucoup de problèmes au vu de son comportement pendant la guerre par rapport aux populations locales, il a fait savoir à mon grand-père qu'il voulait qu'il l'accompagne pour passer en Espagne pour rejoindre les forces françaises libres. C'est ce qui a été fait un certain soir où il est arrivé à Haro. Et pour passer, et là c'est pas mon grand-père qui me l'a raconté, c'est mon père, parce que mon grand-père parlait peu de cette guerre. Il serait arrivé à Haro après l'avoir préparé, avec la ferme intention d'être accompagné par mon grand-père pour passer en Espagne, dont il connaissait parfaitement tous les coins et les recoins, de jour et de nuit, pour pouvoir éviter de mauvaises rencontres sur le chemin. Ce que m'a bien confirmé mon père, c'est que dans la soirée, il a reçu un coup de téléphone à Haro venant d'un de ses zoos, sûrement de Tarbes, mais pour l'annoncer que la Gestapo était allée chez lui dans la soirée, que s'il ne rentrait pas à Tarbes, c'est toute sa famille qui serait conduite en camp de déportation. Et donc, selon mon père, immédiatement il a dit « je ne peux pas passer, je ne peux pas moi partir en Afrique du Nord et laisser ma famille partir en déportation ». Et il a décidé de retourner à Tarbes. Mon grand-père, je vous l'ai déjà dit, ne parlait peu de cette période, mais je sais qu'un des fils de Maurice Trélu, qui était dominicain, qui est venu revoir à plusieurs reprises mon grand-père et mes parents à Haro où il était. Le 10 juin 1944, quelques jours donc après le débarquement en Normandie, à Tarbes, survient un événement terrible. 5 avions allemands
vers 19h30, apparaissent dans le ciel et bombardent, mitraillent la ville. Au moins à 3 endroits. Ils lâchent 4 bombes. Une première bombe rue Lorda, près de la cathédrale. Une deuxième bombe rue Ferrer, près du commissariat. Et enfin, 2 autres bombes place au bois. Au total, 5 morts et 18 blessés. Terrible événement. La ville, évidemment, est affligée. Et quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, Maurice Trélu rencontre fortuitement, derrière le tribunal actuel, au square Maurice Trélu, rencontre le chef de la commandanture. Et aussitôt, il y a une altercation assez violente. C'est Maurice Trélu qui l'a conduit. Et bien sûr, il fait de violents reproches au responsable de la commandanture. Celui-ci proteste et les 2 hommes se quittent. Et puis un peu plus tard, Maurice Trélu va être convoqué alors à la commandanture pour essayer de répondre à une demande faite par le chef. La demande est la suivante. Le chef de la commandanture exige que Maurice Trélu déclare que ce sont des avions anglais et non pas des avions allemands. Lors de cette altercation, et plus tard un peu à la mairie, Maurice Trélu n'est pas seul, il est accompagné d'un de ses adjoints, Maurice Bertrand, dont le fils est près de moi, Julien. Oui, mon père a assisté à cette altercation entre l'Allemand, le colonel allemand et Maurice Trélu, et il nous a rapporté le fait que, bien sûr, Maurice Trélu a refusé, bien sûr, de signer un témoignage faux, comme quoi ce seraient des avions anglais ou américains. Et à partir de là, bien sûr, le conflit était en gestation et les Allemands pouvaient prendre des mesures de rétorsion. Mais mon père m'a dit que Maurice Trélu avait été pris en otage et que lui aussi aurait pu être pris en otage puisqu'il avait assisté à cette altercation. Et que bien sûr, ils avaient refusé de signer. Ce terme d'otage montre qu'à l'époque, c'était ce qui existait comme idée dans la population que Maurice Trélu avait été pris par les Allemands, envoyé à Toulouse en prison comme otage. Le terme d'otage était important dans la bouche de mon père et lui-même pensait qu'il aurait pu l'être. Alors pour Maurice Trélu, après cette altercation, commence une période très, très sombre. Il est persuadé qu'il est en danger et il s'exprime d'ailleurs devant le conseil municipal le 23 juin en faisant état justement de ses craintes. Il se rendra aussi à Haro auprès de son ami le maire Mounic car il envisage sans doute de passer en Espagne. Puis finalement, il ne passera pas. Et le 29 juin, à 12h30, la Gestapo arrête Maurice Trélu. L'amène aussitôt en prison, mais dans une prison militaire à la caserne Soult, où il va rester plusieurs jours. Il pourra d'ailleurs recevoir des vivres, recevoir également sa famille. Donc c'est un internement quand même qui n'est pas trop strict. Puis au bout de quelques jours, il est transféré à la prison de la caserne Larrey. Et de là, le 10 juillet, il part pour Toulouse et la prison Saint-Michel. Là, il va être au secret absolu, que ce soit le préfet, M. Leydé, le préfet des Hautes-Pyrénées, que ce soit Jean Trélu, le fils aîné, aucun d'entre eux ne pourra avoir des nouvelles et savoir pourquoi on a arrêté Maurice Trélu et que va-t-on faire de lui. Et finalement, on apprendra plus tard, pas sur le moment, que le 30 juillet, Maurice Trélu a été embarqué avec le dernier train organisé par les Allemands
pour la déportation vers Buchenwald. Et il arrivera donc à Buchenwald au début août et il y mourra donc en février 1945. Alors la grande question, c'est de savoir quels sont les motifs précis qui ont conduit donc Maurice Trélu à être arrêté. Alors il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse qui a été exprimée par le maire de la Libération, Jean Cohout, c'est que Maurice Trélu aurait été arrêté parce qu'il avait protesté violemment contre les bombardements allemands. La deuxième hypothèse, ce sont les enquêteurs de Yad Vashem qui ont déclaré Maurice Trélu juste parmi les justes, et pour eux, il ne fait aucun doute que Maurice Trélu a été arrêté parce qu'il avait aidé à cacher des Juifs et que c'est cette activité donc qui a été jugée évidemment tout à fait négative par les Allemands. Et puis donc, personnellement, en écrivant la biographie de Maurice Trélu et en consultant des ouvrages sur cette période, il me semble qu'il y a une troisième hypothèse que d'ailleurs Julien Bertrand a exprimée, puisque son père avait employé le mot d'otage. Pour moi, Maurice Trélu a été pris comme otage. Il n'était pas destiné certainement à aller à Buchenwald, mais comme les Allemands étaient affolés, eh bien, il a malheureusement été dans ce convoi-là. On ne lui a jamais dit « c'est parce que vous êtes un résistant, ou parce que vous avez aidé les Juifs, etc., parce que vous avez protesté au moment du bombardement ». Jamais il n'y a eu une explication. Il y a donc un bordereau émanant de la kommandantur allemande, la liste de tous les Tarbais, les Hauts-Pyrénéens qui ont été arrêtés au mois de juin 1944. Alors il y a le nom des personnes et puis à côté il y a le motif. La plupart du temps il y a marqué terrorisme. Bon. Pour Maurice Trélu, il y a un Allemand marqué arrêté par ordre de l'autorité supérieure, c'est-à-dire quelque chose de très évasif qui corroborerait le fait qu'il ait été arrêté comme otage. Et enfin, on peut citer aussi le témoignage de Pierre-Marie Théas, l'évêque de Montauban, qui deviendra évêque de Tarbes et Lourdes. Dans ses mémoires, Monseigneur Théas décrit comment il a été brusquement arrêté à Montauban, comme otage, et envoyé à Compiègne. Et dans une déclaration qu'il fera par la suite, il dira « J'étais comme Maurice Trélu ». Il semble bien donc entrer dans cette catégorie.